Bonjour à tous, bienvenue pour les personnes qui vont nous écouter. Nous sommes vraiment très heureux d'ouvrir la table ronde introductive de notre colloque annuel de l'ERENA, site Bordeaux, à l'attention des professionnels de santé d'Aquitaine, qui se tiendra le 11 décembre en visioconférence. Le thème retenu cette année concerne les enjeux éthiques du secret partagé. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les liens qu'entretiennent la génétique médicale et le secret partagé et sur les enjeux éthiques qui en découlent. En effet, la facilité technique acquise par le séquençage à haut débit et l'accessibilité financière pour le plus grand nombre en seulement quelques années n'est pas sans poser de nombreuses questions. Les résultats de ce séquençage sont-ils très protégés pour éviter une quelconque malfaisance à l'égard des patients? Peut-on imaginer une certaine porosité de ce secret? Et, nous permettant un peu d'extrémisme, pouvons-nous imaginer que certains intérêts puissent avoir accès à ces données prédictives lorsque l'objet de ce séquençage devrait rester essentiellement préventif au bénéfice des patients? Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir toutes les trois, d'accueillir donc le professeur Caroline Tambo. Vous êtes généticienne et vous devriez a priori évoquer les questions de confidentialité des données génétiques et celles posées par le dépistage présymptomatique. Ce sont les questions qui vous intéressent essentiellement. Madame Cécile Zordan, vous êtes conseillère en génétique et vous nous parlerez du conseil génétique et de l'information à la parentèle. Ce sont aussi les sujets qui vous intéressent. Madame Eva Toussaint, vous êtes psychologue, vous collaborez beaucoup avec nous au comité d'éthique du CHU et à l'ERENA, et vous aborderez une dernière question réflexive. Doit-on vous poser la question si l'on doit tout taire d'un diagnostic génétique chez les enfants, notamment à l'école, et qu'en est-il de l'information sur ce lieu, à l'école donc, aux différents protagonistes, enseignants, médecins scolaires, etc. Donc, nous allons commencer le débat. Je pense que pour commencer et pour que la question éthique autour de ces problématiques du secret partagé, le professeur Tambo, vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe très concrètement au niveau de votre service, au niveau de la consultation en génétique et au niveau des relations avec les protagonistes. Lorsqu'un patient vient pour une consultation, qu'est-ce qu'il amène chez vous? Par quel chemin il arrive chez vous et comment vous le recevez et comment vous articulez avec vos collègues ici présentes et avec vos autres collègues. Merci. D'accord. Bonjour, mais merci pour cette invitation. Je suis ravie de venir vous parler aujourd'hui de génétique et de diagnostic et de confidentialité. Donc effectivement, vous vous rappelez que la génétique médicale est une spécialité relativement récente, 1995, elle est inscrite aux spécialités médicales. Et effectivement, elle a suivi son développement en parallèle, finalement, concomitamment des lois de bioéthique qui datent pour les premières lois et qui sont françaises en 1994. Donc, on a une pratique qui a suivi ces lois de bioéthique. Donc, on pourra en reparler. Donc, concrètement, quelles sont les missions du service de génétique médicale? Eh bien, c'est le diagnostic des maladies génétiques, qui sont très souvent des maladies rares, dont la prévalence est inférieure à 1 sur 2000, qui concerne beaucoup quand même d'acteurs, de patients, on va dire. Et effectivement, également, la prise en charge et la coordination de ces maladies avec d'autres acteurs, notamment professionnels, les acteurs médicaux et paramédicaux qui entrent en jeu. Donc, qui nous adresse ces patients? Ce sont souvent des spécialistes d'organes, donc des pédiatres, mais des spécialistes de différents organes, qui nous adressent ces patients pour établir ce diagnostic génétique si l'on peut. Et si ce diagnostic génétique est établi, eh bien, il va s'en suivre une gestion, bien sûr, une prise en charge de cet enfant avec des mesures adaptées au niveau médical et paramédical, et également un dépistage génétique de ses apparentés, avec un conseil génétique qui va se faire avec le métier de conseiller en génétique notamment, et un dépistage présymptomatique dont on pourra reparler plus précisément. Mais voilà pour le début de la discussion. Un des intérêts d'établir un diagnostic génétique, ça va être effectivement le conseil génétique, puisque s'il s'agit par exemple d'une maladie génétique chez un enfant
et que les parents, pour le projet d'avoir d'autres enfants, ça permet de déterminer s'il y a un risque pour les autres grossesses et aussi s'il y a un risque pour les autres membres de la famille, soit de développer cette maladie ou de transmettre cette maladie génétique. Après, juste de temps en temps, on a quelques familles qui viennent spontanément avec les connaissances et la médiatisation maintenant de certaines maladies génétiques et de certains diagnostics. C'est encore assez rare, mais ça peut être elle directement sans que ça passe par un professionnel qui appelle pour avoir une consultation génétique, souvent parce qu'elles ont des doutes et des questions. Et lorsque ces patients viennent parce qu'il y a une suspicion de maladie génétique qui émane des spécialistes d'organes, donc vous êtes en lien avec des biologistes qui vont faire le séquençage pour essayer de poser le diagnostic génétique de maladies rares. Alors, effectivement, donc quand je vous dis que spécialistes d'organes, il y a aussi bien sûr tout ce qui est les spécialistes du développement de l'enfant notamment, les pédiatres, puisqu'on prend en charge beaucoup d'enfants avec des déficiences intellectuelles. Donc, bien sûr, on va poser une expertise clinique si possible. Parfois, beaucoup de syndromes se ressemblent et ne sont pas forcément cliniquement distinguables. Mais bien sûr, on travaille en collaboration étroite avec les biologistes. La génétique médicale, j'ai oublié de le dire, c'est une spécialité mixte, clinique et biologique. Et aujourd'hui, plus ça va avec les données de séquençage au débit, plus on a besoin de cette double expertise. Donc, le clinicien essaie de poser un diagnostic, un syndrome, et effectivement, ensuite, est en lien avec le biologiste qui va étudier tel ou tel gène pour essayer de poser un diagnostic. Alors, avec le séquençage au débit, aujourd'hui, on a de plus en plus de techniques qui permettent de faire une analyse du génome entier, de l'exome, on va dire en pratique, mais bien maintenant du génome avec les plateformes. Et là, effectivement, se pose la question, on identifie beaucoup de variants et notamment, on peut avoir du mal à les interpréter. Donc, on va revenir à la clinique. Donc, il y a un aller-retour permanent entre la clinique, la biologie, l'expertise, et ça, c'est au sein, effectivement, des laboratoires de référence et aussi des centres de référence des maladies rares, tels que nous avons à Bordeaux, notamment, dans les anomalies du développement. Pour avoir quelques toutes petites précisions biologiques, mais très courtes, qu'est-ce que vous entendez par exome et par variant? L'exome, c'est le séquençage de toutes les régions codantes du génome. Donc, c'est une très faible proportion du génome entier, mais c'est la grande majorité des anomalies génétiques aujourd'hui identifiées sont dans les parties codantes des gènes qui codent pour des protéines. Et c'est là qu'on va rechercher la plupart des mutations, des variants pathogènes. Mais aujourd'hui, s'ouvrent vraiment, depuis quelques années, enfin, un an ou deux, des génomes. Donc là, on va étudier les 3 milliards de bases du génome et on va pouvoir trouver des variants qui ne sont pas dans les parties codantes, mais qui sont pour autant pathogènes, qui donnent lieu à une maladie. Mais c'est encore plus délicat et c'est vraiment quelque chose qui est en cours d'élaboration, enfin en cours de diagnostic. Donc c'est encore plus complexe. Mais effectivement, on peut être amené à trouver des données incidentes, c'est-à-dire une prédisposition à un cancer ou une autre maladie qu'on ne recherchait pas au départ. Et pour ça, aujourd'hui, en France, on est positionné à l'instant T, on ne rend pas ces données incidentes, donc qui sont différentes de la maladie et qui est recherchée au départ. Donc ça, c'est quelque chose de très important là, que vous nous dites, c'est-à-dire que, par exemple, je suis malade, on suspecte chez moi une étiologie génétique des symptômes que je présente, on va le diagnostiquer et en même temps, vous allez savoir à mon insu que finalement, je suis prédisposée à faire un cancer du sein. Je suis jeune femme et je suis prédisposée à ça. Peut-être mes enfants, peut-être c'est vrai que j'ai une sœur qui a eu un cancer, une mère qui a eu un cancer, mais ces données-là, est-ce que c'est pour des raisons éthiques que vous ne nous le donnez pas ou est-ce que c'est pour des raisons légales? Donc, est-ce que c'est inscrit dans le droit? Voilà, les deux, aujourd'hui. Bon, pour vous dire, on distingue quand vous avez parlé d'une famille avec plusieurs cas de cancer, là, dans ce cas-là, attention, on joue le rôle d'expert, on dit, chez vous, il faut rechercher tel et tel gène de prédisposition au cancer, car vous avez 3 apparentés. Donc ça, c'est notre travail, notamment les oncogénéticiens, ceux qui font de la génétique du cancer. Donc, puisqu'on a vraiment des sous-spécialités, cardiogénéticiens, neurogénéticiens, oncogénéticiens. Donc ça, effectivement, c'est le rôle c'est notre rôle de voir s'il y a besoin de faire un dépistage pour, par exemple, un cancer. Mais effectivement, en dehors de toute prédisposition, enfin de toute histoire familiale, on peut être amené, puisque comme je vous explique, on séquence tout le génome, donc on peut être amené à trouver ce type de données. Mais aujourd'hui, comme effectivement, on ne les rend pas, pour vous dire, on
on peut faire des filtres bioinformatiques au niveau technique pour éviter de voir ou mettre quelque part dans une boîte, on va dire, qui ne serait pas même qui ne serait pas visualisée par le biologiste, ces données-là, en disant celle-ci, je ne veux pas voir ces gènes qui sont des données incidentes. Et donc après, pour répondre, est-ce que c'est une question éthique ou légale, c'est effectivement un peu les deux. Les lois de bioéthique de 2020 se positionnent aujourd'hui encore en France, alors ça peut changer, mais se positionnent pour ne pas rendre ces données. On peut énoncer effectivement un des principes aurait été peut-être une perte de chance pour les gens dont les enfants ne sont pas malades finalement et qui n'auraient pas de séquençage de génome par rapport aux gens de la population générale. Mais ça reste une piste parmi tant d'autres. Mais... D'accord. Juste pour répondre par rapport effectivement à l'exemple que vous avez donné, il faut savoir que toute consultation de génétique ou de conseil génétique, on commence par faire un arbre généalogique à reprendre les antécédents familiaux du patient. Donc effectivement, comme disait Caroline, si il y a une récurrence de cancer du sein ou autre dans la famille, on peut réorienter le patient vers une consultation, ou son parent vers une consultation d'oncogénétique sur les antécédents familiaux et cliniques. Du coup, moi, dans l'exemple, par exemple, avec la tante ou la sœur et la mère, là, peut-être que ça aurait un peu clignoté chez nous et on aurait dit peut-être que ça vaut. On aurait probablement, les conseillers en génétique et médecins auraient probablement un peu plus interrogé pour voir si ça pouvait rentrer dans ce cadre de cancer à prédisposition génétique. Par contre, il faut avoir l'idée que tous les gens qui viennent en génétique n'ont pas ce type d'examen. C'est-à-dire que des fois, et c'est pour ça que c'est ce que disait Caroline, il y a cet aspect clinique de la première consultation qui fait que parfois c'est un karyotype qui va être prescrit et donc finalement et un diagnostic qui va être fait sur un karyotype. Donc jamais on aura à se poser la question de est-ce qu'on risque de trouver d'autres informations, sachant que déjà des fois sur le karyotype, en anténatal, on trouve des informations qui n'étaient pas celles qui étaient cherchées et que bon, il y a déjà ces réflexions que l'on a. Donc les gens qui viennent, soit ils viennent et dans les symptômes qu'ils ont, on a une idée déjà de quelle maladie génétique ça va être derrière. Est-ce qu'il y a un gène qui a été identifié? Et si c'est le cas, on va leur proposer d'aller chercher que ça au niveau génétique. Si on se dit tiens, c'est une maladie génétique, mais on a moins d'idées de façon précise sur une pathologie, vous me confirmez si je dis des bêtises, et à ce moment-là, on peut tomber sur cette technique de séquençage. D'accord. Donc déjà, en amont, finalement, vous préservez quand même pas mal de ce que pourrait apporter la technique et qui mettrait dans une forme d'embarras éthique, sachant que sur le plan légal, on en discutait un tout petit peu avant, on s'est rencontrés 5 minutes et on a pu repréciser que finalement, dans les lois de bioéthique, dans la révision des lois de bioéthique de 2020, il était stipulé clairement que un diagnostic incident dans les séquençages de haut débit ne devait pas être donné à la personne. Donc à la personne malade, et donc du coup, puisque le thème de notre colloque concerne le secret partagé, donc je pourrais dire encore moins à vos contacts professionnels, à vos donc aux médecins traitants, encore moins évidemment aux médecins scolaires, à l'infirmière scolaire, etc. D'autant plus qu'on n'a même pas accès, c'est-à-dire le prescripteur, le médecin, le généticien ou conseiller en génétique qui va prescrire cet examen ne va pas avoir connaissance du résultat puisqu'il sera bloqué au niveau biologique, si vous voulez. Aujourd'hui, mais encore une fois, tout ça peut changer. Mais aujourd'hui, c'est stoppé. C'est vrai qu'on peut peut-être parler de tout ce qui est diagnostic pré-symptomatique. Oui. Parce que là, effectivement, on a des informations, pour le coup, le prescripteur est détenteur d'informations qu'il ne va pas forcément révéler aux autres professionnels. Donc, on est dans le sujet, effectivement, de ce débat. Donc là, je peux vous rappeler le cadre un petit peu du diagnostic pré-symptomatique. Donc, c'est le diagnostic d'une maladie génétique. Donc, il faut qu'il soit établi dans une famille. Il faut qu'il y ait un gène identifié, un variant sur un gène dont on est sûr qu'il est pathogène. Et ce diagnostic présymptomatique va être réalisé chez un adulte ou un enfant, dans certains cas, qui n'est pas atteint de la maladie. Donc, il a fait les examens complémentaires, une échographie cardiaque, ou un examen clinique, qui dit à l'instant T, il n'est pas atteint de cette maladie.
En revanche, on a un moyen de savoir par un test génétique s'il est à risque d'avoir cette maladie un jour. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le diagnostic présymptomatique, un dépistage de quelqu'un qui n'est pas malade et qui le sera peut-être un jour. Je dis peut-être, ce diagnostic présymptomatique, au départ, il était limité à vraiment les maladies qu'on appelle la pénétrance complète, c'est-à-dire vous êtes porteur du variant dans le gène et de manière sûre, vous allez développer la maladie. Aujourd'hui, dans le domaine dans lequel je travaille plus précisément, la cardiogénétique, on peut être porteur du variant dans le gène et ne pas développer la maladie tout au long de sa vie. Mais on a quand même de grandes chances de le développer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pénétrance. En neurogénétique, effectivement, on est maladie à pénétrance complète. On est sûr de développer la maladie quand on est porteur du variant dans le gène. Donc pour revenir à ce cadre, effectivement, c'est une approche multidisciplinaire qu'on fait avec en plusieurs étapes. Il y a un protocole. Donc on est une équipe multidisciplinaire déclarée à l'agence de biomédecine qui inclut généticiens, spécialistes d'organes, par exemple cardiologues, neurologues et psychologues pour établir ce protocole. Et ce protocole se fait en plusieurs étapes. On va rencontrer la famille, le patient ou l'enfant et ses parents pour donner cette information. Quelle est cette anomalie génétique? Est-ce qu'ils ont bien compris le mode de transmission? Quel est le risque de la personne d'avoir hérité de ce variant? Puis, on va laisser un délai de réflexion qui peut être de 24 heures, 24-48 heures ou plus long pour les protocoles longs, par exemple, de neurogénétique, on va en reparler. Et puis ensuite, le patient reprend contact auprès de notre équipe multidisciplinaire pour faire ce dépistage. Et dans ce cas-là, il fait ce dépistage. On a 2 prélèvements biologiques, 2 prélèvements génétiques pour être sûr qu'on a, on a 2 déterminations. Et puis ensuite, il revient chercher ses résultats quelques mois plus tard. À tout moment, il peut arrêter cette procédure puisque effectivement, il est protégé lui-même dans les principes du diagnostic présymptomatique qui sont la liberté, l'autonomie, le bénéfice, l'absence de maléfice. Et également, bien sûr, le droit de ne pas savoir, la confidentialité, l'égalité, enfin, donc, tous ces principes-là qui régissent le diagnostic présymptomatique notamment et qui sont aussi un peu ceux du consentement. Bien sûr, on signe un consentement libre et éclairé ou les parents quand c'est l'enfant. Voilà. Et donc, pour vous dire, si on trouve un variant, donc on trouve l'anomalie chez l'enfant ou l'adulte, il est vrai que cette information-là, on va bien parfois la garder, on va dire, entre nous et la famille. C'est quelque chose qu'on va garder confidentiel. Pourquoi? Parce que notamment, un enfant qui est prédisposé à une cardiomyopathie, donc a peut-être un risque de mort subite à l'effort, ou le fait de le dire au prof de sport, à l'institutrice, ça va poser un problème, ça va stigmatiser l'enfant. Et puis en sport, il peut se retrouver sur le banc de touche, ne plus faire de sport, alors que au moment où on fait le diagnostic, l'échographie de cet enfant est normale. C'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter, cette stigmatisation. Et encore une fois, c'est le respect le droit à la vie privée, ce respect qui est inscrit dans les lois, les différentes lois de bioéthique. Et on doit pouvoir effectivement protéger l'enfant et même l'adulte de cette information-là. Et vis-à-vis des autres médecins, on peut aussi être amené à rendre des courriers où il est écrit un peu au travers des lignes. Nous avons rendu le résultat à monsieur ou madame untel et il doit bénéficier d'un suivi cardiologique tous les 2 ans environ. Donc, quelque part, vous n'avez pas inscrit le nom de la maladie pour ne pas stigmatiser, ne pas confondre prédisposition à une maladie et maladie. Mais en revanche, vous avez quand même inscrit une prévention, un dépistage, en tout cas une prévention nécessaire. Juste pour préciser, c'est vrai qu'il est possible de faire un diagnostic présymptomatique chez les enfants mineurs, mais uniquement s'il y a un bénéfice médical immédiat. C'est-à-dire que, par exemple, pour des maladies neurodégénératives dont l'âge de début n'est qu'à partir de l'âge adulte, on ne peut pas faire de diagnostic génétique présymptomatique chez les enfants mineurs. C'est interdit par la loi. Il n'y a aucun bénéfice médical, on ne mettra en place aucune surveillance particulière vis-à-vis de cette pathologie. Donc, chez le mineur, c'est uniquement quand il y a un bénéfice médical, comme en cardiogénétique, par exemple, en fonction de l'âge aussi. Tout à fait, et des pathologies. En absence de mesures préventives ou thérapeutiques, c'est interdit chez le mineur. Justement, pour respecter, c'est la volonté du patient et on estime qu'il est autonome et qu'il peut exprimer sa propre volonté à partir de l'âge de 18 ans.
en sachant que quand il n'y a pas de bénéfice médical, certains d'ailleurs refusent catégoriquement de faire le diagnostic présymptomatique, ne souhaitent pas savoir. Après, il y a, je ne sais pas si vous commencez à comprendre, donc on a des types de pathologies différentes dans le sens où il y en a où il va y avoir des certitudes si on se retrouve avec une mutation. Certaines, donc ça c'est la pénétrance complète. Il y en a où il y a incertitude. Est-ce que cette mutation me donne un risque augmenté, mais ne m'amène pas une certitude qu'un jour j'aurai quelque chose. Il y a les pathologies où il va y avoir des choses à faire, c'est-à-dire que concrètement, s'il y a une prédisposition, on évoquait avec l'exemple que tu proposes, de cancer, ben oui, il y a des choses à faire en termes de surveillance, il y a des choses à faire éventuellement dans certaines chirurgies prophylactiques. Donc, c'est pas exactement la même chose et on voit bien d'ailleurs que pour les patients, c'est pas les mêmes enjeux que quand on est dans des maladies neurodégénératives où il y a, alors pas rien à faire, mais médicalement, il n'y a pas forcément de traitement, où il n'y a pas forcément de traitement parallèle, il y a de traitement médicamenteux et autres. Et donc, d'ailleurs, on voit bien dans les résultats des études que souvent dans ces populations-là, il y en a la moitié qui commencent à faire une démarche de présymptomatique, il y en a à peine la moitié qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui vient chercher son résultat, alors que chez nous, dans les pathologies où il y a quand même des prises en charge en oncogénétique ou en cardiogénétique, ils sont beaucoup plus nombreux. Oui, quasi 95%. Nous, dans tout ça, pour revenir à la question qui m'était posée, dans tout ça, c'est toujours à la question de l'intérêt du patient, en fait. L'intérêt du patient, il va être dans la démarche de présymptomatique, quand ils sont dans ce protocole dont parlait Caroline. Vous voyez, ils doivent rencontrer plusieurs personnes. Souvent, ils doivent me rencontrer. C'est un peu le passage obligé. L'idée, c'est d'essayer à ce moment-là, pas de voir si oui ou non. Moi, je vais jamais dire, OK, j'autorise ou je n'autorise pas. C'est pas du tout le positionnement, mais c'est plutôt comme proposer Caroline qu'ils comprennent et qu'ils puissent aussi entendre qu'ils peuvent ne pas vouloir savoir. Et qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc, par exemple, il y a des gens qui disent, OK, moi, je veux pas savoir pour moi. Je veux pas cette information génétique. Mon suivi, je vois bien que ça peut changer, mais finalement, j'ai compris aussi que je pouvais y avoir droit à ce suivi sans connaître mon information génétique. Mais je sais qu'elle va être importante pour ma famille. Donc, je vous autorise, je signe le papier comme quoi on peut diffuser cette information génétique, mais moi, je veux pas forcément que vous me rendriez le résultat. C'est-à-dire, si jamais c'est positif, Oui. vous informez ma famille. Mais à travers cette information, si je sais que la famille est informée, je peux supposer que j'ai la maladie. Je peux donner, si quelqu'un veut y avoir accès, je donne l'autorisation. Mais généralement, c'est des gens où ils savent que les autres... Il y a des demi-secrets, hein, de toute façon, puisqu'on en vient au secret partagé. Il y a des fois, tout le monde est au courant, mais finalement, on le dit pas. Parce que ça convient aussi à tout le monde. Et dans la même idée de l'intérêt du patient, donc il y a l'intérêt, par exemple, OK, il y a une prédisposition, on le fait sur une cardiomyopathie chez un enfant parce que c'est important de le surveiller. Est-ce que maintenant, c'est important de l'inscrire sur le carnet de santé? Oui, ou à qui c'est important dans les acteurs qui vont être autour de cet enfant que l'information passe. Et ça se détermine avec les parents, en fait. Donc, il y a des parents qui disent « Ah si, c'est important pour nous, on veut que tout le monde soit au courant. » Donc, nous, on leur explique voilà, que dans ces cas-là, il faut peut-être pas donner tout le carnet de santé à tout le monde, photocopier que les feuilles de vaccination. On peut ne pas l'inscrire sur le carnet de santé. On peut, on fait du lien. L'idée, c'est pas de cloisonner complètement, c'est pas tout ou rien, mais c'est de s'ajuster aux besoins des patients, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes. Juste pour reprendre ce que disait Eva, il faut savoir que pour toute analyse génétique, on doit faire signer un consentement à la personne, ou si c'est un mineur, à ses parents, ou en tout cas au titulaire d'autorité parentale. La première question du consentement est est-ce que vous souhaitez connaître votre résultat génétique? Donc il peut mettre non, c'est la première question du consentement. Après, il faut savoir aussi que quand on prescrit une analyse génétique chez une personne, qu'elle soit symptomatique, malade ou asymptomatique dans le cadre d'un dépistage, dès la prescription de cette analyse génétique, on doit informer la personne que si on identifie une anomalie génétique
qui donc peut concerner d'autres membres de sa famille, elle sera tenue d'informer les autres membres de sa famille. Et ça aussi, ça fait partie du consentement où déjà elle nous autorise, par exemple, si besoin, à utiliser ces résultats génétiques pour permettre le dépistage génétique familial, en sachant que, bien entendu, on ne transmettra pas les résultats génétiques aux membres de sa famille, mais ça peut nous permettre, si un apparenté vient nous voir en consultation, on peut avoir accès à son dossier pour savoir quelle anomalie génétique a été identifiée dans la famille, ou si un collègue d'une autre ville doit recevoir un apparenté en consultation, ça peut nous autoriser à transmettre les informations nécessaires au dépistage génétique familial. Tout ça, c'est déjà des questions qui sont notées sur le consentement que signe le patient qui fait l'analyse génétique. Alors, finalement, si je vais résumer en posant une question, le secret médical partagé ne s'opère que si finalement le patient donne l'autorisation au soignant qui va lui annoncer ou ne pas lui annoncer l'anomalie génétique et la possibilité de développer cette maladie. Vous parliez de pathologie neurodégénérative, adossée sur une pénétrance génétique qui est complète. Par exemple, la maladie d'Huntington, qu'est-ce que vous pourriez donner comme exemple de maladie neurodégénérative? C'est vrai que la maladie Huntington, c'est la maladie par excellence. En exemple, en général, effectivement, je pense que c'est l'une des plus fréquentes dans les maladies neurodégénératives. C'est l'une pour lesquelles on fait le plus de diagnostics présymptomatiques. Voilà, ça rentre tout à fait dans ce type. Et ça, effectivement, lorsqu'on rend un résultat, le résultat il reste confidentiel. On ne le rend qu'à la personne concernée. On ne l'envoie pas à des médecins. Voilà, ça reste contre le patient et le médecin qui est prescripteur pour vraiment une confidentialité, d'autant que là, il n'y a aucun bénéfice médical. Donc voilà. Non, j'avais après une anecdote là-dessus. La loi, moi, ça me doute, mais c'est vrai que c'est le décret de 2013 qui, aujourd'hui, le plus, il y a eu encore une fois, plusieurs étapes dans les boîtes bioéthiques. Mais aujourd'hui, donc, on doit remettre une attestation de remise de résultats. On doit faire signer au patient une attestation de remise de résultats où il a 3 possibilités pour informer sa parentèle. Donc, il est vraiment responsable aujourd'hui de cette transmission d'informations. Et c'est donc soit je le transmets moi-même, soit je vous donne le nom de mes apparentés, vous transmettez vous-même. Dans ce cas-là, on a une lettre type qui est assez angoissante puisqu'elle ne donne donc ni le nom de la parenté, ça pour garder la confidentialité, mais ni le nom de la maladie. Donc ça commence, voilà, en ma qualité de médecin, je t'ai amené à voir un membre de votre famille qui est atteint d'une maladie génétique dont vous pourriez être vous-même à risque ou porteur. Voilà, donc c'est assez angoissant et c'est envoyé en recommandé. Donc la 3e possibilité, c'est je refuse catégoriquement de vous donner le nom de mes apparentés et de les informer moi-même. Donc là, la responsabilité civile de la personne pourrait être engagée, en tout cas, voilà, de ce dernier décret. Hein. Si le patient refuse d'informer sa parentèle et ne nous donne pas l'autorisation de le faire pour lui, on ne peut rien faire à ce moment-là. On est soumis au secret médical, nous aussi, et on ne peut rien transmettre. Après, c'est vrai notre mission, c'est dans le conseil génétique, c'est vraiment d'accompagner les patients à la diffusion de cette information aux membres de la famille, parce que c'est vrai que c'est pas simple. On vient de leur rendre déjà un résultat, et en plus, ils sont les messagers, on va dire, pour transmettre l'information à leur fratrie, ou leurs enfants, enfin aux membres de leur famille. Donc c'est pas simple. Donc c'est vrai que déjà la première étape, c'est que on leur explique bien qui sont les personnes à informer dans la famille. Ça peut être les apparentés au 1er degré, ou s'il y a une femme enceinte, par exemple, elle en priorité. Voilà, c'est en fonction de l'arbre généalogique, de la maladie, du mode de transmission. Et si pour eux c'est compliqué de transmettre cette information qui n'est pas simple, qui peut être aussi un petit peu technique, on leur propose de leur donner un courrier d'information qui peut être le support de cette information et qui peut les aider à transmettre cette information. Si vraiment il n'est pas possible pour eux d'informer certains membres de leur famille, soit parce qu'ils sont en conflit ou ils n'ont plus de contact, ils ne veulent pas reprendre contact par ce biais-là, ils peuvent nous autoriser, comme disait Caroline, à transmettre cette information pour eux. Mais c'est vrai qu'on essaye au maximum d'éviter cette alternative, puisque on leur envoie un courrier en recommandé sans préciser la pathologie ni la sévérité, quoi que ce soit, et c'est assez angoissant pour les personnes qui reçoivent ce courrier. Et finalement, il y en a assez peu quand même. Et ça, on ne peut le faire qu'avec l'autorisation du patient. S'il ne nous donne pas l'autorisation et les coordonnées de ses apparentés, on ne peut pas le faire. Et dans le cadre justement du secret partagé ou de l'aide au secret partagé, est-ce que
À ce moment-là, vous ne passez pas par le biais du médecin traitant, en fait, de professionnel. Non. Avec l'autorisation, sauf s'il y a l'autorisation de la personne. Oui. Ça c'est possible. Du médecin traitant, C'est-à-dire de la parenté. J'ai cette anomalie, je ne veux pas en parler directement à ma famille, je préfère que vous informiez mon médecin généraliste qui lui va. Non, on peut pas. non. Donc ça, dans le cadre du En fait, secret partagé, ça serait pas très sympa. l'anti-secret partagé. Avant ce décret de 2013 qui fixait bien les modalités d'information à la parentèle, il y avait une procédure qui était possible via l'agence de médecine qui n'a jamais été appliquée, je pense, justement, où on devait envoyer le nom des médecins traitants, des apparentés à l'agence de médecine, et c'était tellement compliqué, je pense que ça n'a jamais été fait. Et c'est pour ça, depuis la loi de 2011 et le décret d'application de 2013, que cette nouvelle procédure a été mise en place. Et pourquoi ça te choque, cette question? Non, je trouve que ça serait pas un très beau cadeau à faire à un médecin généraliste de lui dire, bon, ben voilà, maintenant c'est à vous d'informer du risque. La confidentialité n'est pas respectée. Oui, alors là, et puis même si on avait mis ça en termes de procédure, ça veut dire, mais quelle information? Mais la confidentialité, à partir du moment où il y a l'autorisation, que la personne dit, je ne peux pas, je préférerais que ce soit mon médecin, mais à ce moment-là, c'est elle qui va voir son médecin. Mais de l'être type dont on parle, elle est confidentielle. Pour le coup, nous, en tant que médecin, on a le droit d'aller voir des gens de la famille de notre patient, mais on a le droit de cette manière-là d'entrer en contact avec une lettre anonyme en recommandé, et non pas en les appelant, en leur disant. Oui, parce que le médecin généraliste, par exemple, ça serait lui dire, bon, il faut tenir informé votre patientèle, des membres de votre patientèle. Mais ça veut dire que du coup, il faut que ce médecin généraliste, il soit pour informer de quoi? Il va se retrouver avec des gens à qui il va dire, il y a un risque, mais dans toutes les maladies génétiques existantes. Ah, on lui donne pas, on le donne pas. Non, mais on pourrait, mais même si on lui donnait, il y a les grandes classiques qu'il a pu éventuellement, qu'il peut voir encore dans sa patientèle, et puis il y en a toute une multitude que moi, après 20 ans, je découvre encore. Voilà, donc là, je trouve que c'est quand même... parce qu'il va se retrouver face à des gens, c'est un peu, voilà, ce que disait tout à l'heure Cécile, du fait qu'on travaille beaucoup avec les équipes de spécialistes, parce que même nous, des fois, ça nous arrive de dire, on fait une consultation génétique, l'aspect génétique de la maladie, on le maîtrise bien, mais l'aspect de l'expression de la maladie, moins bien. Et si on veut donner une vraie information, il faut bien donner les deux aspects. Donc, des fois, on va faire des consultations. Alors, c'est plutôt, peut-être Cécile, tu peux en parler, parce que c'est toi qui y va beaucoup. Mais c'est vrai de plus en plus, on fait des consultations communes avec d'autres médecins de spécialités différentes, de spécialités d'organes différentes, puisqu'on est de plus en plus amené à prendre en charge les patients, notamment en dépistage familial. Les médecins spécialistes prescrivent eux aussi des analyses génétiques, ce qui est logique quand c'est dans leur spécialité, quand ce sont des pathologies très cardio ou neurologiques ou peu importe. Donc, lorsqu'il y a un rendu de résultat génétique à faire, on peut être amené à le faire avec ces médecins spécialistes pour expliquer, nous, la partie génétique et expliquer aussi, justement, le dépistage familial, quelles sont les autres personnes de la famille qui peuvent être concernées par ce résultat et l'importance d'informer les membres de la famille. Et, à contrario, lorsque nous, on reçoit des apparentés d'une personne avec une pathologie particulière que nous, on connaît peut-être pas bien, très cardio ou neurologique, on peut demander à ce spécialiste de venir faire la consultation avec nous pour donner l'information sur la pathologie et la prise en charge qui pourrait être proposée, la surveillance à mettre en place si cette apparenté est également porteur. C'est pour ça que la génétique est malgré tout une discipline très transversale par cette approche-là où de plus en plus des spécialistes prescrivent l'analyse génétique. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que vraiment, en France, on a structuré ça avec des centres de compétences et de référence pour les maladies rares, donc CRMR, CCMR, avec les plans nationaux maladies rares, on en est au 3e. Et donc, il y a des labellisations tous les 3-4 ans, 5 ans, sur ces centres de référence. Donc, ces centres de référence regroupent effectivement différents professionnels qui peuvent répondre aux questions particulières de ces maladies rares, qu'elles soient en cardiogénétique, en neurogénétique. Donc là, c'est vraiment important. Quand on parlait du généraliste, effectivement, lui aussi, il faut qu'il arrive à connaître ce maillage territorial et se dire, bon, ça, effectivement, je suis bien incapable de décrire cette maladie, quand bien même il en serait informé sur quelqu'un qui est symptomatique, donc pas pré-symptomatique, mais symptomatique. Et effectivement, il va être en difficulté de pouvoir, parmi les milliers de maladies génétiques, pouvoir donner toutes les données, toutes les indications thérapeutiques, toutes les données de dépistage, tout ce qu'il faut savoir. Et donc, il adresse bien sûr aux centres experts, qui sont les centres de référence et de compétences,
Et le présymptomatique, effectivement, peut se faire dans ces centres-là, essentiellement. Par exemple, si je prends la même mucoviscidose, nous, on peut être amené Oui. à contacter des centres de référence Aussi. pour des maladies qui sont très Très rares, où il n'y a qu'un seul centre de référence en France. Si les patients habitent effectivement dans la région, ils peuvent venir consulter chez nous, et on peut être amené à contacter le centre de référence pour bien connaître la prise en charge à mettre en place en fonction du résultat. je voulais dire la mucoviscidose, bon, ok, tout le monde en a une idée de cette pathologie, mais même dans l'évolution des prises en charge actuelles, en fonction des caractéristiques génétiques, l'information, elle va pas être exactement la même en fonction des mutations à l'heure actuelle, parce que les thérapeutiques ne vont pas être exactement les mêmes. Donc, Ouais, tout à fait. ça aussi, Ça vous aussi, savez, ouais, il faut ça me- aussi, sur des choses plutôt bien connues, finalement, entre au moment où moi j'ai travaillé au centre ressources mucoviscidose, et si j'y retournais maintenant, je suis sûre que je serais à 10 000 lieues de la prise en charge qu'on pouvait proposer de la mucoviscidose et de l'information du coup qu'on donnait aux parents il y a 10-15 ans, quoi. Donc finalement, toute la question autour du diagnostic partagé se fait en collaboration étroite entre on est obligé. vous, bien sûr, dans vos différentes spécificités biologiques, médicales, psychologiques, mais aussi avec les spécialistes des organes, évidemment, mais aussi beaucoup des centres de maladies rares. Tout à fait. Et avec le patient. Et avec le patient, avec l'accord du patient. À chaque fois, j'ai bien compris que Oui, je le remets au milieu. Oui, mais ça, c'est reste au milieu, c'est le noyau finalement qui fait que malgré le thème de ce colloque qui concerne le secret partagé, et il ne peut pas ne pas être partagé d'abord avec le patient, et c'est lui-même qui va permettre ce partage de l'information entre les professionnels. Il va dire oui ou non. Et il peut même être est-ce qu'il est, c'est une question que je devrais poser à un juriste, mais est-ce qu'il est en risque finalement d'être accusé de non-assistance à personne en danger s'il refuse d'informer? Il est protégé là. Ouais, c'est pas une responsabilité pénale. Ça, c'est depuis 2003. Vraiment, on a essayé de garder ça, les comités consultatifs. C'est vrai que ça s'est pas produit jusqu'à présent, mais dans la loi, c'est noté que, en tout cas, il peut être tenu comme responsable d'un défaut d'information, et c'est une responsabilité civile. Mais pas pénale, voilà. Pas de non-assistance à personne en danger. En tout cas, c'est précisé dans les textes depuis 2003. Par exemple, dans les dons d'organes entre vivants, le donneur est très protégé. C'est-à-dire que si il peut pas dire non à sa famille, parce qu'il y a un contrat, moral, intrafamilial, et les médecins aident cette personne qui, si jamais dans le secret du colloque singulier dit mais voilà, je ne peux pas, je suis obligée de dire oui, mais c'est impossible, et donc le médecin va, et il y a une note éthique, on pourra en discuter, c'est pas le débat là maintenant, mais il est protégé parce que le médecin dira que finalement il y a une contre-indication au don d'organes dans cette situation très particulière. Là, il y a vraiment une responsabilité du médecin d'informer le patient de ses devoirs justement vis-à-vis de sa famille, et après c'est la responsabilité du patient d'informer directement sa famille. Donc pas une responsabilité pénale. Ça c'est intéressant. J'aurais une autre question par rapport justement, parce que là on est resté très dans votre activité, et je reviens, alors c'est peut-être de l'imaginaire, parce qu'actuellement c'est pas le cas, mais vous me l'avez confirmé de façon très claire. Est-ce qu'il y a des débats parmi vous, les généticiens, cliniciens, biologistes, psychologues, tout le monde qui travaille autour de la génétique, justement autour des questions éthiques qui pourraient être posées par un diagnostic incident d'une maladie génétique que l'on peut prévenir. Je repense à la possibilité de développer une pathologie cancéreuse. Est-ce que les débats sont assez tranquilles, auquel cas même dans les prochaines révisions de loi de bioéthique rien ne changera, ou assez houleux pour que finalement avec la technique qui évolue soit mis en balance les pathologies, effectivement, comme la maladie de Huntington, diagnostic ou pas diagnostic, je veux dire, voilà, comme la pathologie d'Alzheimer, la démence de type d'Alzheimer. Et ces pathologies-là, certes, c'est une découverte incidente. Certes, le principe de justice, qui est quand même le principe le plus important au niveau de l'éthique, il est politique, il est éthique, il est juridique, enfin, la question de la justice est très importante.
Mais quand même, il y a une forme d'injustice parce que dans la vie, c'est toujours fortuit, les accidents sont fortuits, les découvertes sont fortuites. Il se trouve qu'il a une pathologie, on lui en découvre une autre et il pourrait se protéger toute sa famille. Il y a quelque chose de l'ordre de l'injuste aussi dans cette. Est-ce qu'il y a des débats comme ça chez vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Hein, quand vous dites, est-ce que ça ne bougera pas? Moi, je pense que ça bougera parce qu'effectivement, déjà d'autres, voilà, d'autres sociétés, d'autres pays comme les États-Unis, effectivement, on a déjà légiféré sur une liste, voilà, de 50 gènes pour lesquels il y aurait des mesures préventives. Donc c'est ça qu'on appelle ces données incidentes. Moi, je pense que c'est amené à bouger. Et oui, il y a des débats, bien sûr, entre, voilà, tout à fait, hein, ce que vous avez tout à fait résumé, c'est-à-dire ceux qui sont voilà, pour essayer de donner des mesures préventives à qui le mérite. Et puis, on a l'information, pourquoi ne pas en faire quelque chose, vu qu'elle est encadrée par des professionnels qui savent déjà rendre des résultats génétiques. Et c'est vrai qu'on a, pour les professionnels, par exemple, qui travaillent, Eva, on a un peu parlé dans le domaine de l'anténatal, du prénatal, on a vraiment ça déjà qui existe. Hein. Vous faites un karyotype donc à une maman qui a des marqueurs sériques, un risque de trisomie, et vous allez trouver un syndrome de Klinefelter, par exemple, qui est une forme d'infertilité chez les hommes, qui n'est par ailleurs n'ont pas d'autres problèmes, on va dire. Donc il n'y aura pas d'interruption médicale de grossesse dans ces pathologies-là, enfin dans ces particularités-là. Et on a quand même découvert ça de manière incidente, mais par contre, pour le karyotype, on n'a pas le choix de le cacher. Comme je vous disais, pour nous, aujourd'hui, le séquençage, on peut, d'une manière ou d'une autre, ne pas regarder la boîte qui contient. C'est un peu hypocrite, mais enfin, tout à fait. Vous couper. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois, on n'avait pas le choix. D'avoir regardé, de pas dire peut-être. Voilà. C'est la limite de la technique. Oui, c'est-à-dire qu'après, à voir quelle technique on fait. Ouais. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Non, mais c'est ça, effectivement. Mais pour dire certaines techniques, on n'avait pas le choix, comme le karyotype. Oui. Donc, on trouvait des données incidentes qu'on était obligé de rendre à la famille et quelque part en induisant. Alors là, ça n'a pas de bénéfice pour le coup, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais donc, pour vous dire, les gens qui font du diagnostic prénatal sont un peu plus déjà habitués peut-être à gérer ce genre de données incidentes, alors que d'autres, par exemple, qui seraient partis sur le génome. Donc, ça dépend vraiment des convictions de chacun. Pourquoi il y a la réflexion de tout ça? Parce que derrière, on vit, nous, dans nos services, que quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est sûr que ça change son parcours de vie. Après, je présume pas de si ça va le changer en mieux ou en moins bien. Mais c'est sûr qu'on leur fait faire un virage et on pourrait imaginer en fonction de la pathologie qu'on dit, mais on voit bien que finalement, à un moment, alors ça va être dans qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà, avec ma maladie, mais un peu comme dans toutes les maladies. Est-ce que j'ai des moyens d'agir ou est-ce que j'ai pas de moyens d'agir? Mais ça, c'est après. Sur le moment, et donc, on voit bien que quand même donner des informations à un moment, surtout quand les gens ne sont pas préparés à savoir ça. En fait, c'est toute la question et c'est pour ça que nous, on essaye au maximum à chaque fois dans nos consultations d'anticiper. On anticipe même le fait qu'on ne trouve pas, qu'est-ce que ça va leur faire, comment ils imaginent. On essaie au maximum de faire ça parce que là, c'est donner des informations. Peut-être qu'on y arrivera, je pense, quand les gens seront un peu dans... Je suis dans l'idée qu'à chaque fois que je vais faire un examen, on peut me trouver des choses. Je trouve que là, souvent, maintenant, ils viennent avec quand même une demande particulière. Là, leur faire ce type de séquençage, c'est ouvrir à une annonce, mais plusieurs annonces, parce qu'on peut trouver aussi plusieurs choses, et des choses auxquelles je ne suis pas préparée, je n'ai pas anticipé, je ne me suis pas imaginé que je pouvais avoir cette pathologie. Je ne sens pas dans mon corps un dysfonctionnement ou quelque chose qui fait que je m'inquiète pour ma santé. Alors, j'entends toutes les règles de prévention et tout ça. Et donc, en fait, c'est aussi par exemple, la question qu'on avait eue pour la mise en place du dépistage de la mucoviscidose à la naissance. Ça avait été vraiment ça, la discussion de faire un diagnostic à un moment où il n'y a pas encore de symptômes. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de préoccupation. Donc, faire un virage à 180 degrés, tout en sachant que quand même, en arrivant à ce moment-là et en arrivant avant des symptômes, permet d'avoir une meilleure qualité de vie et un meilleur pronostic de vie. Et à chaque fois, je pense que ça va être ça, l'enjeu derrière. Qu'est-ce qu'on a à proposer? Est-ce que vraiment, finalement, on leur fait prendre un virage à 180, mais on a l'idée que quand ils vont le prendre, il y en aura quelques-uns qui n'iront pas quand même, mais quand ils vont le prendre, pour leur santé, ça va leur apporter finalement un mieux-être. Voilà. Et là, je pense qu'il y a des maladies pour l'instant où on ne répond pas du tout, on n'est pas du tout dans les critères, et
Et par exemple, d'ailleurs, je reviens sur les 50% qui, quand ils ont bien réfléchi, vont pas chercher leur test de Huntington. Oui. Là, on est tout à fait dans la définition du consentement qui est le oui qui s'est imprégné de l'épaisseur du non. Voilà, c'est pas une alternative au non, c'est le oui qui a traversé le non et des fois il reste dans le non. Quand il revient, moi je dis toujours qu'il ne part pas avec rien. C'est pas le patient lambda, c'est déjà le patient qui sait qui dans sa famille il y a un risque, voire qui déjà a 25%, un pourcentage. Donc, il n'est pas non plus sans aucune information ni connaissance. Mais il ne veut pas aller à l'étape d'après qui, peut-être, le met dans un déterminisme. Alors, est-ce que c'est le patient qui ne veut pas y aller? Non, souvent, ils veulent, les patients, parce qu'effectivement, avant dans les Oui, d'accord. Oui, je parle là. C'est pour ça que je dis là, les pathologies pour lesquelles il n'y a pas de... Souvent, le patient, quand il est amené à répondre à la question, il veut, si on identifie chez moi une prédisposition à une toute autre maladie, est-ce que je veux le savoir, oui, non, puisque là encore dans nos consentements, parce que ça change, comme on vous a dit, ça change un peu, les dispositions. Et on l'a, et moi, je sais pas, 90% des gens, ils veulent être informés de diagnostic incident. Peut-être que du coup, tu peux parler. Est-ce qu'ils ont la connaissance de l'environnement parce que c'est vrai que les consultations génétiques, c'est des consultations qui sont longues, une moyenne de 45 minutes, où on explique beaucoup de choses. Et c'est vrai que le consentement à faire signer pour toute une année génétique, c'est aussi un document qui est long, où il doit y avoir 7 ou 8 questions, où il faut le patient doit répondre. Et c'est vrai que donc là, c'est l'avant-dernière question, on va dire, qui arrive à la fin de la consultation. Donc, on leur explique rapidement ce que ça signifie, mais est-ce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'y réfléchir? Ils sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour autre chose. Parce qu'eux, ils ont une maladie génétique ou dans la famille, il y a une maladie génétique. Donc, ils répondent, je pense, aussi assez rapidement sans prendre le temps de la réflexion. Oui, peut-être. Ça, c'était l'étude qu'a fait Cécile. C'est sur justement cette lettre d'information où nous, on vous dit, nous, on la trouve dure. On la trouve dure dans ce qui est écrit, on la trouve dure parce qu'on a un recommandé. Et finalement, quand on interroge, on voit bien que pour les professionnels, c'est très compliqué, cette lettre. Les professionnels concernés de la génétique. La lettre d'information à la parenthèse. Très, très difficile pour les professionnels de génétique. Un peu moins difficile, plutôt pas une mauvaise idée pour ceux qui sont concernés, donc les patients. Et en fait, après, les tout venants dans la rue trouvent ça, il n'y a aucun problème pour eux. Mais c'était les discussions que j'avais aussi avec. Après, je pense que peut-être que les professionnels sont un peu trop protecteurs. Oui, c'est ça. Effectivement, et alors que la personne qui reçoit ce courrier, mais c'était elle l'a pressenti. Ce que tu disais est très intéressant par rapport à tout ce qui est du registre de l'annonce de la maladie grave. Des choses qu'on va réfléchir aussi sur un débat public au niveau de l'ERENA. Mais donc, il y a une psychologue que tu connais peut-être, Martine Rojniewski, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Face à la maladie grave et qui dit que finalement, l'angoisse est protectrice sur le plan psychique. Et quand on n'est pas du tout préparé sur le plan psychique, il y a un effet de sidération. Mais c'était la discussion qu'on avait eue avec Marie Gomez sur un de nos... Où effectivement, elle disait, oui, mais il faut aussi que les gens puissent être en autonomie de choisir. Il ne faut pas que nous, professionnels, on les bloque dans un choix. Et nous, professionnels, on dit oui, mais on aimerait bien que ce choix soit éclairé quand même. Et que du coup, ils soient encore plus autonomes. Mais comment on se rencontre? C'est toute la tension entre les principes très classiques, basiques, autour de la question de l'autonomie, de la bienfaisance, avec ces tensions qui existent, effectivement. C'est vrai que je pense qu'il faut garder en tête que quand une personne vient consulter dans un service de génétique, il vient pas forcément pour faire un test génétique. Qu'il ait une maladie génétique ou que ce soit une apparenté, on va lui expliquer ce qu'on peut rechercher chez lui et pourquoi, quelles sont les limites du test, qu'est-ce qu'on peut identifier ou pas. Et suite à l'ensemble de ces informations, c'est lui qui prend la décision ou pas de faire une analyse génétique. Mais c'est vrai que il n'est pas obligé de faire un test génétique. En tout cas, c'est pas notre objectif. Des fois, ça peut l'être de certains, effectivement, médecins qui les adressent. Ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas été testés. L'objectif, c'est vraiment l'information et qu'ils prennent leurs décisions en toute connaissance de cause. Le protocole présymptomatique en 2 temps, là, comme je vous le disais, effectivement, certains habitent loin, ont déjà mis des mois à avoir leur consultation. On leur dit, vous reviendrez après réflexion pour voir si vous faites le test, alors que certains disent non, mais c'est tout à fait réfléchi, c'est très clair, mais on sont prêts ou voilà. Et après, on essaie de leur expliquer effectivement que cette temporalité elle est aussi importante, que c'est pas une urgence à partir du moment où leur santé est
ils ont une bonne santé encore et la maladie n'est pas là. Donc c'est vrai que s'inscrit un peu dans le temps, puis se poser les questions en amont, justement, de l'information et du statut de porteur génétique. Est-ce que est-ce que si moi je l'ai et pas ma sœur, si moi je l'ai pas, au contraire, si moi je ne l'ai pas et ma sœur là, est-ce que je vais pas être coupable de ne pas l'avoir finalement? Oui. Il y a bien sûr la filiation, c'est souvent transmis d'un des parents. Et est-ce que je suis moins l'enfant de quelqu'un parce que j'ai pas la mutation au papa? Est-ce que bon, et on essaie, alors on rentre pas complètement là-dedans, à chaque consultation, mais ça dépend des patients, des questions qui se posent, et on peut être amené voilà. Et la confidentialité, vraiment, c'est ça sur les acteurs. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi à qui ils vont le dire? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Pourquoi? Pourquoi le savoir? Pourquoi ne pas rester comme ça sans le savoir en faisant une échographie tous les 2 ans? Et pour aller un peu dans le fantasme qui était un tout petit peu en introduction, mais qui quand même sont des choses qui se posent avec il y a effectivement la technique qui évolue très vite dans le séquençage, mais aussi la technique qui évolue très vite dans l'information. Et qu'en est-il justement dans le cadre de la protection des données? Est-ce que vous en discutez entre vous? Parce que ce séquençage, vous cachez les yeux, mais la machine ne le cache pas. Est-ce qu'on peut imaginer alors bien sûr, je pense pas aux personnes qui vont aller rechercher des données, forcer des données, mais bon, on sait que quand même il y a des échanges financiers entre des gros groupes et puis d'autres groupes d'intérêt, voire des États. On pense à la Chine. Bon, bien sûr, on va loin, mais est-ce que c'est des choses que vous dites, dont on a peur, oui, dans ce secret partagé qui s'ouvre, est-ce que c'est des choses, oui? Et oui, en France, on a le RGPD, on a les big data aujourd'hui sont, on a, par exemple, le séquençage doit être fait, donc c'est le séquençage de génome ou d'exome aujourd'hui, en France, doit être fait dans des laboratoires dits de biologie médicale, c'est-à-dire qu'ils sont pas, externalisés. S'il y a des sociétés privées qui font le séquençage, quelque part, c'est au sein de groupes de santé, des GCS, qui font que quelque part, au niveau qualité, au niveau confidentialité, ces données restent aujourd'hui confidentielles, en tout cas dans le soin et mais effectivement, c'est pas le cas partout. Et puis oui, c'est la peur de tous, effectivement. C'est big data, tout ce que. Oui, mais on a mis des choses en place quand même. Il y a des choses en place dans le service. Dans le service, on a des logiciels qui ne sont pas partagés. Oui, non, mais là, on parle plus des données de séquençage. Et des données de séquençage qui pourraient être intéressantes pour des assurances, pour des employeurs, tous les gens qui auront intérêt de savoir que cette personne que j'embauche et que je vais peut-être former, dans 10 ans, elle va déployer un Huntington. C'est pour ça que par rapport à ces résultats pour des personnes asymptomatiques, ce sont des résultats qu'on garde dans le service, qui ne sont pas sur un dossier médical partagé. Voilà, c'est vraiment parce que maintenant, tout est quand même informatisé, on le sait. Oui, chez nous. Non, oui, c'est comme dans certaines métiers. Bon papier. On a surtout un logiciel métier à part du logiciel finalement gestion notamment de notre CHU qui fait qu'aujourd'hui on a des données qu'on peut même dématérialiser, qu'on peut conserver à part du dossier médical. D'accord, c'est important. Dans le cadre de ces démarches de diagnostic présymptomatique, c'est vrai qu'on informe aussi les patients qui n'ont pas, s'ils sont asymptomatiques, qui n'ont pas à transmettre l'information à leur employeur ou à leur banquier. C'est des informations qui sont personnelles. Oui, ça c'est les informer s'ils ont une forme de petite naïveté, de vouloir être sincère entre guillemets finalement. Oui et non, parce qu'il y a des métiers, par exemple chez les militaires, la question se pose souvent. Ils ont souvent des examens médicaux répétés et des entretiens médicaux et donc parfois se pose la question de est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, comment quoi. Bon, voilà. Et donc on en discute avec eux. Après, il y a des répercussions où ils peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres dans certaines professions. Auquel cas, les enjeux sont différents. Est obligatoire. On dit bien tant qu'ils sont personnes malades. Asymptomatiques. Tant qu'ils sont asymptomatiques, ils n'ont pas à donner la. Vous avez un pilote d'avion, un conducteur TGV qui a vraiment une maladie, une myocardiopathie qui prédispose à une mort subite. Là, c'est pas la même chose qu'avoir un gène qui peut-être. Voilà. Oui. Et là, ils sont pas autant dans la première situation, ils sont censés le dire. Parce que, c'est dangereux pour autrui, mais dans la première situation, ils n'ont pas informé ni la médecine du travail, ni. Tout à fait. Ni les assureurs. Je pense que vous auriez d'autres choses un petit peu
Je vous viendrai à l'esprit concernant, si on revient, si on recentre notre débat autour de la question du secret partagé. Alors, pour répondre à la question qui m'était posée, donc je dis que le carnet de santé, ben voilà, on inscrit, ça c'est une discussion qu'on a avec les parents. Ça dépend, on en revient toujours pareil au retentissement. Donc ça peut être même pas du présymptomatique. Hein. Il y a eu déjà des syndromes génétiques. On sait que l'expression est très très variable. Et donc l'inscrire dès la naissance, on trouve ça pas forcément nécessaire. Et on propose d'éventuellement le mettre quand ça devient nécessaire dans la prise en charge. Et voilà. Après, ça m'est par exemple moi arrivé de faire des équipes éducatives où je venais en tant que psychologue du service de génétique et on faisait toute l'équipe éducative en parlant du jeune garçon qui avait une maladie génétique sans jamais prononcer le nom de la maladie parce que les parents ne voulaient pas que Mais le reste des informations étaient communiquées, donc on pouvait parler du retentissement que ça pouvait avoir sans jamais nommer la maladie. En expliquant donc. En fait, ça n'a posé aucun problème parce que tout le monde était dans le truc et donc finalement, voilà, ça allait. C'était pas essentiel en fait. Pas là que à contrario, il y a beaucoup c'est aussi notre métier, hein, de nommer une maladie, un handicap, d'avoir un nom, un syndrome de quelque chose. C'est parfois vraiment une démarche très importante pour les familles qui après vont se rapprocher d'associations de malades, de tels syndromes très rares et puis quelque part ça va aider à mieux vivre la prise en charge, à mieux vivre le handicap de leur enfant. Et c'est vrai que c'est plus dans ce sens-là qu'on le voit finalement. Ils sont plus quelque part heureux de nommer la maladie que de la cacher, mais ça arrive aussi. Oui, mais des fois c'est des intermédiaires, c'est-à-dire qu'en fonction des domaines, ils le disent là, mais pas là, ou pas à ce moment-là. On voit aussi qu'il y a un effet des fois de Après, post-annonce. Il faut peut-être préciser que même avec les nouvelles techniques qui sont très performantes, il y a encore certains patients qui restent sans diagnostic. On sait qu'ils ont une maladie génétique, mais on n'arrive pas encore aujourd'hui à poser un diagnostic génétique précis. Donc là, on ne le cache pas, mais c'est vrai qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et on voit dans le séquençage qu'il y a une anomalie. Pas forcément. On n'arrive pas à identifier. On n'arrive pas le séquençage de génome. Donc il y a encore des choses à apprendre. La chose la plus performante qui existe aujourd'hui, pour l'instant, on n'a que ça. Ça donne un diagnostic, ça donnerait, parce qu'on est au début, on va dire, que dans 40 à 50% des cas. D'accord. Donc effectivement, voilà, on a évolué du cariotype dans les années 50 où on donnait, on va dire, 3%, enfin non, ça dépend des contextes, mais en tout cas en prénatal par exemple, de cause. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'exome et le génome, on est beaucoup plus performant, mais c'est vrai qu'il reste, on va dire, une bonne proportion de gens qui sont sans diagnostic. Où il y a des diagnostics incertains, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier des variations dans des gènes qui sont peut-être candidats, mais on n'a pas encore assez d'arguments pour dire que c'est bien cette variation-là qui va être responsable de la maladie génétique. On reste encore dans l'incertitude. Deux symptômes que le patient présente déjà. Oui, il vient avec des symptômes. Là où les variants, mais on ne peut pas forcément faire le lien d'arguments pour dire des variants de signification inconnue. Et ça, c'est un gros enjeu aussi de notre pratique. Et ça, souvent, les autres spécialistes nous sont un peu perdus quand on arrive à ce stade-là. Parce que c'est facile. Effectivement, vous suspectez un gène, vous trouvez une mutation clairement pathogène qui a été associée à la même maladie chez d'autres patients. Très, très bien. Ça, c'est quelque part facile. On a dit aussi. À contrario, enfin, à l'opposé, je veux dire, si on a vraiment un variant très bénin de la population générale, puisqu'on est tous porteurs de milliers de variants de séquences de notre génome qui ne portent pas à conséquence, on sait qu'ils sont bénins, ce sont des polymorphismes. Et puis entre les deux, on a ce variant de classe 3, 4, comme on dit, on a 5 classes de variants. Bien cela, voilà, on est obligé de dire aux patients, après souvent 1 an, 2 ans de recherche, on a trouvé quelque chose, mais on ne sait pas trop vous dire si c'est ça qui est responsable. Il faudrait vous tester votre maman, votre papa, peut-être même vos frères et sœurs, bon, pas vos enfants parce que c'est encore autre chose, mais disons qu'on poursuit l'enquête familiale pour essayer d'argumenter sur ce variant-là. Et voilà, alors là, c'est vrai que les gens, c'est compliqué à expliquer, hein, c'est une pratique qui est voilà. Il y a les techniques qui sont très performantes, mais il y a tout un travail d'interprétation du biologiste pour justement pouvoir classer les différents variants qui peuvent être identifiés. Et donc là, effectivement, on ne peut rien partager de secret dans ce cas-là. Alors là, oui, encore moins. Surtout pas rendre le variant signification indéterminée ou généraliste, parce que là, c'est vrai que déjà, il faut l'expliquer aux patients, expliquer nos incertitudes
Voilà. L'anxiété que ça génère dans les familles de cette incertitude, Mais on surtout sent que bien qu'il y a des choses qui se passent. tant qu'on n'a pas la confirmation que ce variant est pathogène ou probablement pathogène, on ne peut pas faire de dépistage, on ne peut pas l'utiliser pour le conseil génétique, pour le dépistage familial ou quoi que ce soit. Il faut déjà essayer d'apporter des arguments sur la pathogénicité du variant. C'est pour ça que le rendre à un autre médecin, c'est pas pour dire qu'il ne pourrait pas l'interpréter, hein, il peut très bien comprendre l'incertitude aussi, un médecin généraliste ou un autre. Mais c'est vrai qu'il va lui-même être en difficulté vis-à-vis d'autres membres de la famille, par exemple, d'autres praticiens. Ah, mais alors, est-ce que c'est vraiment cette maladie? Est-ce que ça l'est pas? Ah, c'est entre deux. Voilà. Donc, et la prise en charge. Donc, c'est vrai que autant garder cette information incertaine. Donc, à ce moment-là, vous n'informez même pas le patient. Parce que À partir du moment où justement, vous faites. Par contre, c'est difficile pour lui parce que c'est ce que disait. Dans ce que proposait Caroline, effectivement, un diagnostic de maladie, bon, c'est un coup de massue. Finalement, avec le fait de nommer, quand même, ça permet de poser les choses, surtout quand il y a une errance diagnostique. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un effet aussi positif, plus ou moins important. Donc, chez nous, de plus en plus, avec tous ces séquençages, maintenant, on n'a plus de noms de maladie. On a des noms de localisation. Il y a eu des études qui ont été faites, psychologiques, qui ont montré que quand même, c'était un peu plus compliqué. Parce que finalement, c'est moins dissible. On ne peut pas dire il a tel syndrome, même si les autres, finalement, quand vous donnez le nom d'un syndrome, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils arrivent à le prononcer. Voilà, ils arrivent à le prononcer à peu près. Bon, voilà. Là, délétion du truc. Voilà. Donc là, c'est hyper complexe. Et alors après, on arrive à un niveau encore supérieur quand on leur dit, OK, on a identifié quelque chose, mais on n'est pas sûr. Et ça ouvre aussi encore plus d'incertitude. Je crois que c'était ce que Cécile voulait dire, de dire, OK, donc peut-être que c'est à risque. Donc peut-être que ça pourrait être à risque de revenir si vous voulez avoir un autre enfant, mais finalement, on peut pas trop le savoir et on pourra rien faire parce qu'on n'a aucune certitude. Et donc oui, éthiquement, on ne pourra pas un diagnostic prénatal. Donc c'est anxiogène avec des paliers un peu différents. C'est vrai que c'est pas si rare que ça, ces situations, que ce soit avec l'exome ou même avec les. Maintenant, on analyse des panels de gènes, donc plusieurs dizaines ou centaines de gènes en même temps, et c'est vrai que ça peut arriver régulièrement d'identifier un variant de signification. Ah oui, c'est très fréquent dans notre pratique, c'est sûr. Et c'est là aussi, j'en reviens un petit peu avec les autres médecins d'organes, effectivement, qui peuvent être amenés à prescrire un panel de gènes, que ce soit neurologique ou pneumologique ou autre, et on peut être là pour les aider justement dans le rendu de résultats, notamment quand il y a un variant de signification inconnue, pour aider à expliquer avec eux aux patients ce variant de signification inconnue. Que la rencontre est pluridisciplinaire pour essayer d'approcher au mieux les symptômes qui relèveraient d'une pathologie d'organes et avec éventuellement des variants qui auraient été découverts sur le plan génétique. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la question. Je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie infiniment. On espère que ça aura ouvert des questions pour le congrès. Et bien tout ça. Et donc, si les personnes écoutent avant le congrès, peut-être qu'elles pourront poser des questions à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous pourrez vous connecter au colloque pour éventuellement pouvoir répondre à des questions qui se poseraient chez les participants du colloque qui auraient regardé cette table ronde en amont. En tout cas, encore un très très grand merci et au plaisir de se rencontrer à des occasions de discussion sur le plan éthique, au niveau de l'IRENA, au niveau du comité d'éthique, puisque avec plaisir. Elle est avec nous, elle travaille avec nous régulièrement. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.